il y a la maladresse, y compris des professionnels. Le classique, c'est t'en fais pas, tu vas pouvoir en faire un autre. Le bébé a été fabriqué avec la sexualité et la sexualité peut être une manière de refaire du lien avec un bébé. C'est un côté impérieux d'avoir à nouveau un bébé, qu'un autre bébé soit là dans le corps, surtout pour les femmes qui en plus doivent traverser tout ce que ça va fabriquer dans leur vécu. C'est pas parce qu'il y en a un qui parle pas et l'autre a besoin de parler que l'un est déjà passé à autre chose et ça fait mal à l'autre et l'autre a besoin de parler et l'autre peut pas écouter. C'est important. Bienvenue dans Sexologiquement Vôtre, le podcast de la TSF. Dans ce podcast, nous interviewons des professionnels de tous horizons dont la pratique se rattache au domaine de la santé sexuelle. L'objectif du podcast est d'aider les sexothérapeutes, les sexologues et les professionnels de la santé à maintenir à jour leurs connaissances pour accompagner toujours mieux les personnes qui souffrent de troubles sexuels. Je suis Audrey et aujourd'hui je reçois Claudine Schalk. Claudine, vous êtes sage-femme depuis plus de 30 ans, vous m'avez dit. Vous êtes aussi psychologue depuis 23 ans et chercheuse depuis 10 ans. Oui, c'est ça. Votre spécialité en psychologie, vous m'avez dit? C'est la périnatalité. J'ai une spécialité autour de la psychopathologie périnatale. Ça marche. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un sujet plutôt délicat, le deuil périnatal. Il y a ce livre-là que vous avez écrit. Donc, ça s'appelle Le deuil périnatal, du postnatal à la grossesse d'après. Donc, un guide d'intervention pour les sages-femmes et les professionnels de la santé. Il est paru aux éditions L'Harmattan en 2020, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, ce livre-là, il est plutôt court, c'est 80 pages. Il est plutôt fluide à lire, c'est assez simple dans la lecture et dans l'écriture, donc facilement compréhensible et pour autant, il est hyper dur à lire, je trouve. Hyper dur en quel sens? Justement pour tout ce que ça impacte, pour tout ce que ça réveille, pour tout ce que ça peut remuer à l'intérieur de nous. Il s'agit de la mort et du deuil, hein, effectivement. Et puis c'est un sujet tabou, le deuil périnatal. Et dont la sexualité, de toute façon, dans le deuil, c'est un sujet très difficile à aborder. Alors dans le deuil périnatal, encore plus. Mais d'une certaine façon... Vous voulez bien nous rappeler le processus de deuil? Le processus de deuil, c'est un processus... Je dirais que c'est une transition psychosociale. Alors ça, je l'ai pas inventé. Hein. C'est le chercheur qui a travaillé avec Bowlby sur l'attachement, Parks, qui a développé cette thématique. C'est-à-dire que quand on perd un lien ou quand on perd des repères dans un monde tel qu'on l'anticipe habituellement, parce que quand on perd quelqu'un, tout est bousculé. On ne peut plus continuer à vivre de la même façon et tout est à revoir dans la manière dont on va se reconstruire après. Alors dans le deuil, les phases qui ont été grosso modo décrites, si on se cale sur Bowlby, ça va être d'abord une phase de choc, de désorganisation et ensuite de réorganisation. Donc ça, c'est en gros une phase résumée. Et puis après, il y a d'autres phases qui, à l'intérieur de ces phases, par exemple dans la phase de désorganisation, il y a d'abord le choc, donc forcément du déni, après de la colère, de la révolte, de la négociation pour moins souffrir. Au bout de toutes les négociations pour ne pas souffrir, quand on ne peut plus rien faire, il y a une phase il y a des réactions dépressives qui ne sont pas pathologiques, hein, qui sont même souhaitables. Et ensuite, il y a une phase de reconstruction petit à petit. Il y en a d'autres qui voient encore d'autres phases dans ces phases. Alors, ces phases, elles sont pas linéaires. Il peut y avoir, et elles sont plus ou moins longues, et puis elles sont plus ou moins, les unes se recouvrent les autres, et puis c'est des choses qui peuvent revenir. On peut avoir été dans une phase qui
qui se réactivent un peu comme des vagues et ça dure assez longtemps. Dans un deuil, ça dépend du lien qu'on a. La hauteur de la perte est toujours à la hauteur de l'investissement. Et il y a quelque chose de très important qui se passe, que Freud avait déjà identifié, qui est le besoin, la recherche de l'autre, la recherche du lien qu'on a perdu. Donc dans le deuil, dans tout deuil, il y a d'abord c'est la place des souvenirs, mais c'est aussi à la place de tout ce qui rappelle l'autre. C'est tout ce qui peut, les photos, les vêtements, le vécu, les souvenirs, rechercher le lien pour atténuer la souffrance. Donc ça donne une espèce de mouvement de balancier qui fait que la personne peut s'apaiser dans sa souffrance en allant retrouver quelque chose qui fait lien avec la personne perdue, presque pour la convoquer à nouveau dans sa réalité. Puis elle se rend compte que c'est pas possible, que c'est qu'un souvenir, que c'est qu'un objet, que la personne manque quand même. Et du coup, ça réactive de nouveau le côté souffrance et cette souffrance va réactiver la recherche du lien. Donc, c'est une fuite-recherche. C'est Bowlby qui l'appelle comme ça. Et dans le deuil périnatal, c'est très important parce que le bébé a été fabriqué avec la sexualité et la sexualité peut être une manière de refaire du lien avec un bébé. Chaque deuil est différent, donc chaque vécu dans la sexualité autour du deuil va être différent, mais j'ai vu des parents qui m'ont... d'abord, j'ai vu que dans le deuil périnatal, et ça mes collègues le confirment, c'est plus facile de le parler avec une sage-femme et on peut aborder le sujet plus facilement puisqu'on est là pour ça. C'est un côté impérieux d'être à nouveau, d'avoir à nouveau un bébé, qu'un autre bébé soit là dans le corps, surtout pour les femmes qui en plus doivent traverser tout ce que ça va fabriquer dans leur vécu, le fait que ce bébé fait partie d'elle, du fonctionnement d'un corps qui est capable de donner la vie et que là, elle se retrouve face à des pertes qui sont multiples et donc d'avoir de la sexualité pour pouvoir faire un autre bébé. J'ai un couple qui m'a dit un jour que ils n'avaient jamais eu autant de relations intimes que durant le temps où leur nouveau-né était en réanimation entre la vie et la mort, comme si il pouvait l'aider à vivre. Donc il y a un lien qui est très... c'est entre la sexualité et l'approche de la mort. Oui, c'est rester vivant. C'est quelque chose de... Et du coup, vous pouvez nous définir le deuil périnatal, s'il vous plaît? Alors, le deuil, quand on est face à un deuil, c'est une perte. Donc, périnatal, alors là, c'est un peu... périnatal, ça veut dire autour de la naissance, en fait. Hein. C'est un terme qui a été utilisé la première fois par Claude Bernard, qui est le père de la bioéthique. Donc, pour certains, quand on parle de périnatal, on parle presque de la conception qu'on n'arrive pas à faire dans les parcours de stérilité, parce que c'est une perte, c'est quelque chose qui n'arrive pas et que l'on perd, dont on doit faire le deuil, jusqu'à après la naissance, vraiment le néonatal précoce. Mais dans les recherches, par contre, le terme périnatal comprend des périodes qui ont été définies par l'OMS et qui sont respectées pour pouvoir comparer les études. Ça comprend la viabilité. Pour l'OMS, c'est le seuil de viabilité. Les seuils de viabilité, c'est pour l'OMS. Au-delà de la 15e semaine d'aménorrhée. Comment ? C'était 1000 grammes et beaucoup plus de semaines que maintenant. Maintenant, c'est 22 semaines d'aménorrhée et 500 grammes de poids de naissance. C'est considéré comme
un seuil de viabilité parce que les progrès de la réanimation ont été très importants et autant en 1980, beaucoup d'enfants prématurés, enfin la prématurité, les seuils de prématurité ont beaucoup et l'intervention qu'on pouvait, avec les soins qu'on peut y faire, ont beaucoup bougé. Maintenant, dans certains pays, chez nous, on réanime peu, en dessous de 500 grammes, mais dans certaines pratiques médicales et dans certains pays, on le fait. En tout cas, un enfant ne peut pas vivre à 22 semaines ou 500 grammes sans assistance. Et en dessous de ces seuils, l'enfant ne peut pas vivre par lui-même, donc il n'est pas viable, même s'il peut avoir des signes de vie. Par exemple, un tout petit peut avoir des tentatives de mouvements respiratoires qu'on appelle des gaspes, ou avoir encore des battements de cœur un tout petit peu après la naissance, sans qu'il soit viable. En tout cas, ça change quelque chose pour les parents et ça change quelque chose aussi pour les soignants. Parce que dans le deuil périnatal, quand même, la difficulté, alors, si on parle de deuil périnatal du point de vue médical, dans les recherches, on va se repérer par rapport à ces seuils, mais par rapport aux parents, la perte, elle est à hauteur de l'investissement. Si vous avez investi cette grossesse avec un enfant que vous attendez, que vous avez déjà rêvé, vous avez déjà organisé votre réalité, la perte va avoir un impact très différent. Par exemple, je me souviens d'un jeune couple qui attendait leur 3e enfant, et donc ils ont mis un peu de temps à avoir le 3e enfant, et quand la grossesse a démarré, à 7 semaines, ils ont déménagé pour avoir une pièce de plus pour cet enfant, et à 10 semaines, il y a eu la fausse couche. Donc, on voit bien que dans le réel, il y a déjà des choses qui étaient beaucoup plus préparées pour accueillir ce bébé, ce qu'on fait d'habitude en fin de grossesse, et qui du coup sont plus visibles aussi pour les autres, parce que la caractéristique du deuil périnatal, c'est que souvent, tout ce qui se joue autour de l'attente de cet enfant reste dans l'intime du couple, dans l'intime du vécu corporel, et partagé dans le couple et dans la famille. Et que du coup, c'est très difficile d'être compris dans la perte que ça représente, y compris par les gens proches, et puis d'être reconnu. Il y a toutes les questions qui se posent après. Est-ce qu'on est parent, pas parent? Est-ce qu'on est reconnu comme parent, pas parent? C'est très difficilement partageable. Or, un deuil a besoin il y a besoin de la communauté pour pouvoir le traverser. Donc, il y a à la fois la dimension de l'intime et il y a la dimension du social. De la reconnaissance de la perte Oui, de la reconnaissance et de ce que ça fait. En plus, la perte d'un enfant, c'est parmi les deuils, dans la, je ne vais pas dire dans la hiérarchie des deuils, mais en tout cas dans les deuils les plus difficiles. Il y a la perte d'un enfant, la perte du conjoint, et puis il y a quelque chose de complètement et qui fait que le deuil périnatal n'est pas dans la logique de la vie. C'est-à-dire que normalement, on ne... Les ascendants oui, les descendants. Ouais. Normalement, c'est les enfants qui enterrent leurs parents. C'est pas les parents qui enterrent leurs enfants. D'ailleurs, il y a un papa qui m'a dit un jour à la naissance, mais très joyeux, hein, il m'a dit « Ah, ça c'est le petit qui m'enterrera un jour ». Et il y a toujours ce lien entre la vie et l'existence, hein, qui est entre la vie et la mort, il y a notre existence, et ce lien très fort entre la vie et la mort.
Et ça, c'est quelque chose de très compliqué aussi dans le deuil périnatal. Sans compter que Vous disiez dans le deuil périnatal, en termes de différence, vous dites que c'est pas le deuil des souvenirs, c'est pas le deuil du passé, mais c'est le deuil de l'avenir et des projets et oui, des rêves. c'est Camille Laurens qui a cette jolie formule que tous les parents ont des, des souvenirs d'avenir. C'est-à-dire c'est un projet. Donc c'est la vie. C'est la vie qui est interrompue, on va dire. Parce qu'on ne peut pas, il y avait des tas de projets autour de cet enfant et tout ça s'arrête. Donc on est dans la transition psychosociale. Je ne peux plus me projeter sur demain comme avec ce que j'avais aujourd'hui et je ne sais plus comment faire. Il y a un papa qui m'a dit un jour de la perte de sa... ils avaient 3 garçons et ils attendaient une petite fille. Ils l'ont perdu à 22 semaines. Il me disait, mais moi, ma journée, je la voyais déjà avec ma petite fille tout le temps. Je m'imaginais rentrer le soir, la rencontrer. Dans la journée, je pensais à elle, à comment elle allait être, ce qu'on allait pouvoir faire. Et tout ça s'arrête. Donc, et donc, par contre, les autres le voient pas. Il y a la dimension Oui, avec. parce que c'était dans sa tête. Oui, mais en général, c'est tout le reste aussi que les autres ne voient pas. De tous les parents que j'ai pu suivre, et mes collègues, c'est pareil, il y a toujours la maladresse et l'incompréhension, y compris des professionnels, soit qui n'osent pas parler, et qui savent pas comment s'y prendre, soit qui ont des phrases malheureuses. Par exemple, le classique, c'est t'en fais pas, t'es jeune, tu vas pouvoir recommencer, tu vas pouvoir en faire un autre. Parfois, les parents m'ont souvent dit aussi que la maladresse, c'était aussi dans les réactions parce que soit je parle de ce que j'ai vécu et l'autre s'effondre parce que c'est choquant, ça lui fait quelque chose. Et alors, moi qui suis en deuil, je devrais presque le soutenir. Et c'est pas du tout ce dont j'ai besoin. Soit ils comprennent pas et ils ont des phrases qui sont malheureuses. Et puis il y a beaucoup de choses autour de ça. Par exemple, on vous a vu enceinte et puis les commerçants vous demandent alors il est De né votre ou vous avez bébé, c'est... accouché, vous recevez les feuilles parfois de la CAF ou des feuilles administratives pour vous remplissez un formulaire, on vous demande combien vous avez d'enfants, ben qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous mettez, et c'est tout est très compliqué. Et puis il y a cette difficulté à échanger. Alors à l'intérieur du couple, c'est souvent ce que j'ai pu voir aussi, et ce que mes collègues vivent aussi de la même façon, c'est important d'aborder la dimension le couple, pas directement la sexualité, mais d'abord comment chacun traverse On le va en deuil. parler. Et c'est On va en important parler. de pouvoir euh, euh, parler du fait que chacun fait comme il peut par rapport à sa souffrance et pas de la même façon. Par exemple, les mères souvent ont besoin plus de parler. Parler, c'est aussi du charnel, c'est du corporel et c'est le corps aussi qui est mis à mal. Enfin, moi, je le lis comme ça. Et les hommes ont besoin de s'aider en étant actifs, en faisant des choses, et de moins parler. Enfin, je schématise, hein, mais c'est quand même des différences que j'ai pu constater souvent. Et On a vu souvent, de toute façon, des papas ne pas oser exprimer non plus leur détresse et leur douleur parce qu'ils n'ont pas vécu dans leur corps, dans leur chair, contrairement à leur compagne, leur épouse, et que c'est parfois
plus pudique qu'un papa pour exprimer ce qu'il ressent parce qu'il se sent moins légitime que la maman Oui, souvent. ça souvent, et souvent ils ont un contre-coup dans le deuxième temps quand la maman Quand va la mieux. maman remonte, en Oui, fait, c'est oui. souvent Mais là que c'est pour papa ça il que c'est chute. important de pouvoir, quand on peut rencontrer des professionnels qui sont sensibles et qui comprennent un peu tout ce qui se joue, c'est important qu'il y ait des professionnels qui puissent échanger avec les deux ou les deux parents. Hein. Il y a aussi des couples. J'ai pu suivre des couples de femmes ou des couples d'hommes une fois, mais des couples de femmes. Euh, c'est important de pouvoir en parler, c'est-à-dire de comment chacun fait par rapport à la douleur quand il va pas bien, comment ça se traduit physiquement, corporellement, qu'est-ce qu'il fait, et puis de voir que c'est pas parce qu'il y en a un qui parle pas et l'autre a besoin de parler que l'un est déjà passé à autre chose et ça fait mal à l'autre et l'autre a besoin de parler et l'autre peut pas écouter. C'est important. Et très récemment, dans un suivi que je fais en ce moment, le fait de pouvoir en parler, la mère m'a dit, ben moi j'avais déjà l'impression qu'on était en train de d'aller mal et qu'on n'allait pas pouvoir dépasser ça. Et le fait de se rendre compte que oui, effectivement, le père validait le fait qu'il avait besoin de moins parler, mais qu'il comprenait que ce qu'elle vivait dans son corps et ce qu'elle avait vécu avec cet enfant dans son corps, c'était pas du tout du même registre que lui, ce qu'il avait vécu, et qu'ils n'avaient pas les mêmes réactions pour supporter la souffrance et la tristesse et tout ce qui s'ensuit. Ça lui a permis, en tout cas à elle, de ne pas en rajouter dans l'histoire. Je suis mal et en plus mon couple va mal et en plus on se comprend plus. Et ça ne vient pas. C'est une grande chance quand on peut rencontrer un professionnel et que le professionnel peut aborder la question pour aider le couple. Je voulais voir avec vous, avant de parler de questions plus précises sur le couple, sur la sexualité, vous dites que c'est pas un deuil naturel, puisqu'effectivement, c'est à l'enfant d'enterrer son parent. Moi, je pense à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, ou même encore au milieu du 20e siècle. On était quand même sur beaucoup de morts infantiles à ce moment-là. Est-ce que c'était plus fluide ou plus facile d'accepter la mort parce que c'était quelque chose de courant autour de soi? Ou est-ce que c'était extrêmement tabou, ce qui fait qu'on n'en parlait pas? Parce que dans votre livre, vous dites souvent que l'entourage, notamment lors de la perte d'un enfant, va pouvoir parler d'antériorité de d'autres pertes d'enfants, d'autres deuils périnataux qui ont eu lieu et qui ont été parfois méconnus de la famille. Donc, est-ce que c'était vraiment le saut du tabou ou quelque chose de l'ordre de la norme qui fait qu'il y a toujours cette maladresse aujourd'hui de t'inquiète pas, c'est comme ça, c'est la vie, t'en auras d'autres, etc. Et je pense que c'est une question qui est compliquée qui est complexe hein, parce que le vécu du deuil, comme c'est aussi pris dans le social, donc dans le familial, dans le social, forcément, l'environnement va être déterminant par rapport à la manière dont ça va être vécu. J'imagine que effectivement, quand il y avait beaucoup de pertes, on le voit sur les tableaux, hein, le nombre d'enfants et le nombre d'enfants. Parfois, vous savez, sur des peintures classiques, on voit les enfants morts couchés et les enfants vivants debout. Et puis, on peut y en avoir 12, 14. Et je pense que quand les parents devaient faire face à des morts multiples et les morts de mère aussi, hein, il n'y avait pas que les enfants, forcément, la manière dont on fait avec est différente. Mais par contre, la mort, comme dit Blanchot, la mort, c'est quelque chose à quoi on ne peut pas s'habituer. Ça reste quand même quelque chose qui fait partie de tout ce qui est la confrontation à la mort, fait partie de toutes les dimensions du choc, de tous les chocs.
c'est-à-dire le sentiment de mourir, le sentiment de faire face à quelqu'un qui va mourir, le fait d'être renvoyé au sentiment de sa propre mort, enfin toutes ces questions-là sont des questions existentielles auxquelles toutes les sociétés ont dû répondre. Maintenant, ce que vous soulignez, et ce qui est très juste, c'est que quand dans une famille, et peut-être qu'on est dans une époque où on a plus l'occasion de parler qu'au 19e, d'un coup, on apprend que dans la famille de monsieur ou de madame ou des deux parents, il y a eu déjà des pertes d'enfants et parfois les parents qui perdent leur bébé découvrent que dans leur propre famille, il y a eu des histoires comme ça. Et d'ailleurs, l'obstétricien, un obstétricien belge, Pierre Rousseau, qui a écrit d'ailleurs des livres sur le deuil, avait une consultation spécialisée où quand il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas dans l'histoire de grossesse d'une dame qu'il suivait, il convoquait souvent la grand-mère pour essayer de discuter de ce qui s'était passé dans les transgénérationnel, oui. Du coup. Et donc, en tout cas, ce que l'on peut constater aussi, c'est que quand ça entre en résonance avec le vécu des parents, des grands-parents. Il n'y a pas que le deuil des parents. Il y a aussi le deuil de ce qui se passe, de ce qui s'est passé avant. Donc c'est très complexe en fait. Hein. Et en plus, le deuil périnatal, à cause des difficultés dans le deuil, pour faire son chemin là-dedans, parce qu'il y a peu de souvenirs, parce que c'est difficile pour être partagé avec les autres. Alors bon, maintenant, heureusement qu'il y a il y a des formes de reconnaissance, du moins pour certaines grossesses à certains termes. Il y a des droits sociaux pour quand la grossesse a plus de 22 semaines et 500 grammes. C'est une forme de reconnaissance hein, et ça a été. Il y a des recommandations pour les professionnels pour aider les parents dans les premiers temps du deuil périnatal. Hein. Ça, c'est des recommandations faites aux soignants. Donc, il y a quand même des possibilités, des soutiens qui n'y avait pas avant. Mais je pense que beaucoup de professionnels ne sont pas conscients de l'impact sur la santé mentale et sur la vie du couple et sur la sexualité. C'est pour ça que du coup, je faisais le lien avec le passé et le fait que là, vous soulignez la nécessité justement d'accompagner différemment et de prendre en compte cette douleur particulière et ce deuil très particulier au final, ce deuil de l'avenir qui n'est pas celui du passé, qui n'est pas le même que les autres deuils finalement et qui a tendance à être peut-être ignoré ou... Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est un deuil comme un autre. L'environnement, les échanges, la manière dont il est reconnu n'est pas différent. Vous savez, le grand anthropologue Louis-Vincent Thomas, qui a écrit hein, sur les rites de passage et beaucoup sur le deuil et la mort, il disait qu'il n'y a pas de deuil. Il n'y a pas de mort véritable, donc pas de deuil véritable si c'est pas socialement reconnu. Ça reste dans votre tête. Ça n'a pas vraiment existé. Comment est-ce qu'on fait le deuil de quelque chose qui n'a pas vraiment existé pour les autres? Et est-ce que ça peut pas exister que pour vous? Donc c'est toute la difficulté d'être reconnu de cette façon-là. Les fausses couches qui ont lieu avant le premier trimestre, avant la première échographie, celles-là sont souvent invisibilisées et complètement inconnues des autres puisque parfois la grossesse n'a même pas été annoncée et pourtant elle est déjà imaginée, rêvée et projetée. Alors oui, oui, vous parliez de l'époque du 18-19e et maintenant, c'est vrai que maintenant, il y a une manière de pouvoir
savoir ce qui se passe et d'être sûr que déjà il y a une grossesse qui démarre qu'on n'avait pas. Maintenant, il y a des processus de parentalisation qui sont activés par le simple fait qu'on peut déjà voir l'embryon, le bébé. En plus, on sait maintenant que le tout petit est compétent, qu'il a des capacités relationnelles, qu'il a des tas de capacités, ce qu'on ne savait pas avant. Avant, on avait une approche plus on ne savait pas, on n'avait pas toutes ces notions du développement de l'enfant. Donc, toutes ces données-là, qui sont maintenant que tout le monde connaît, ça fait que forcément, la perte est d'autant plus, pour les parents, le processus de parentalisation est lancé et sollicité très précocement par les examens qu'on peut faire. D'ailleurs, les parents, souvent, on leur dit que l'échographie, c'est pas des photos. Mais vous, quand vous allez faire une échographie, comme vous n'êtes pas professionnel, vous allez quand même regarder les images de votre bébé. Donc, c'est pas. Alors que le professionnel, il va regarder autre chose. C'est pas. Oui. On peut pas faire autrement. Oui, nous, on cherche toujours le profil, ce qui est repérable et compréhensible avec nos yeux. Oui. C'est ça. Donc, dans le livre, j'ai remarqué qu'à certains moments, vous disiez la mère, le père, le couple et la famille. Et donc, j'ai trouvé intéressant que vous mettiez le couple comme une entité à part entière. Donc, est-ce qu'on peut parler un peu plus profondément de ce couple et de cette entité couple qui vient de perdre un enfant? Il y a une perte pour le père, la mère ou le coparent. Et puis, il y a une perte pour le couple, parce qu'en principe, alors, le fait aussi que dans le deuil périnatal, il y a une dimension, c'est-à-dire qu'on n'a plus le nombre d'enfants depuis qu'il y a la contraception, bien sûr, ça change aussi les dimensions de la sexualité. Et la plupart des enfants sont programmés, on va dire. Donc forcément, un enfant que vous avez attendu, et si vous ne voulez pas, si vous avez dans votre projet de famille, parfois c'est plus les familles nombreuses, quand même, la moyenne d'enfants par couple a beaucoup baissé. Donc la manière dont le projet de couple s'engage dans la parentalité et dans le projet d'enfant n'est pas le même. Et forcément, quand ce projet est interrompu, c'est aussi le projet de couple qui est impacté. En dehors du fait que c'est aussi un impact sur la femme elle-même et dans son corps de façon globale, dans ce qu'elle vit pour cette grossesse et pour le coparent ou le père de l'autre côté. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est très important qu'on puisse parler du couple dans le deuil, parce que c'est un projet de couple. Et donc vous, sage-femme, vous êtes plutôt spécialiste de la femme, mais vous vous retrouvez spécialiste aussi de ces questions autour du projet naissance, projet vie. Donc du coup, vous êtes en interaction aussi bien avec les coparents que le couple finalement. En fait, dans la préparation à la naissance, l'autre parent, il est convoqué, donc le père ou le coparent n'est pas mis de côté, comme c'était dans le temps. Donc forcément, il est investi différemment. Et moi, je dirais que du point de vue les nouveaux papas ou les papas en ce moment soutiennent beaucoup la maternité de façon globale, aussi physique, le fait de porter l'enfant de leur femme, et c'est partagé. Il y a un partage qu'il n'y avait pas, que même leurs propres parents, leur propre père ne vivait pas forcément de cette façon-là. Et ça, c'est un travail à deux. Donc, c'est un partage. Et là, il y a du couple. Et il y a dans l'accouchement, la manière de vivre l'accouchement ensemble, la naissance de l'enfant, et puis bien sûr les premiers temps après. Maintenant c'est toujours trop peu, mais le postnatal pour les pères
c'est quand même un congé qui a été augmenté, qui est presque 1 mois. Et puis, pour les femmes, c'est 2 mois et demi. Bon, c'est ridicule, hein. C'est pas suffisant. On n'a pas beaucoup de congés en France. Mais c'est quand même un temps où les deux parents peuvent partager et s'approprier leur parentalité et le lien avec l'enfant différemment. Et bien sûr, quand la grossesse est perdue, c'est une perte aussi pour le coparent ou le père. Oui, puis quand vous disiez qu'en fonction de l'âge de la grossesse, du poids du bébé à la naissance, de s'il était viable ou non viable, il y a pas non plus forcément de congé parental et donc on se retrouve en congé maladie. Donc il y a aussi une impression que cette parentalité n'est pas reconnue finalement. Oui, puis que ça n'a pas existé pour la société, pour les autres. Il y a aussi la profession, avec toujours cette difficulté. Vous aviez parlé d'intime, c'est vrai qu'on parle de l'intime quand on parle d'un enfant, d'une grossesse qu'on a perdue. Mais dans le travail, c'est difficile de pouvoir partager ça ou d'être reconnu, c'est-à-dire d'être quand on n'a pas de congé ou quand on doit y retourner. Alors, il y a parfois des parents qui, même s'ils ont vous voyez, quand on est dans les limites autour de 500 grammes ou 22 semaines, ça arrive qu'il y ait des parents qui, à 1 ou 2 jours près, souhaitent que l'on ne déclare pas exactement pour le terme. En tout cas, ça peut arriver de pas mettre 22 semaines, mais mettre, si c'est 22 semaines, mais mettre 21 semaines et 6 jours parce que justement, ils peuvent avoir l'impression qu'ils passeront plus vite à autre chose en, en faisant comme si, en tournant la page, enfin, des choses comme ça. Mais ce sont des réactions qui sont des réactions souvent, ça peut être des réactions de dénégation ou de déni, de faire comme si, bon, ça me fait pas si mal que ça, je passe à autre chose, je reprends ma vie d'avant, ça va aller. Ben, ça, c'est sur le premier temps, mais en principe, quand la grossesse a été investie, il va y avoir des mouvements souterrains, des difficultés à ne pas pouvoir tourner la page comme ça. Vous parliez tout à l'heure de cette connexion qu'il y a entre la sexualité, qui est une pulsion de vie, et que du coup, parfois, ça pouvait être très proche effectivement de la mort et que pour certains parents, ça pouvait être une façon de continuer à faire exister l'enfant. Mais quels sont les autres impacts que ça peut avoir sur la sexualité, cette perte d'un enfant, d'un tout petit? Alors, dans ce qu'on peut rencontrer, enfin, je pense que mes collègues, dans ce qu'on a pu il y a pas on peut pas faire de catégorie. C'est vraiment ça va dépendre de la manière dont on vivait déjà la sexualité, de son histoire, de la manière dont dont on vit avec la douleur. Ça peut être j'ai pas le droit d'avoir de la sexualité parce que la sexualité c'est lié au plaisir et qu'on peut pas avoir du plaisir quand on est en deuil et que c'est honteux ou que c'est pas bien ou des choses comme ça. Ça peut être quelque chose d'impérieux parce que il faut rester vivant et que la sexualité ça fait partie de la vie et ça reconnecte à quelque chose mais qui du coup est presque très pulsionnel. Hein. Ça peut être tout un travail à faire pour accepter et pour faire avec ce corps qui finalement, pour les femmes en tout cas, hein, n'a pas pu faire vivre. Donc il peut y avoir. Par contre, la difficulté la plus importante, c'est qu'on soit seul avec ça. C'est-à-dire que les femmes, elles puissent pas en parler. Les hommes en parlent encore moins. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, souvent ils essayent d'épargner leur compagne
et du coup, de se mettre en retrait d'une certaine façon. Est-ce que vous remarquez d'ailleurs une différence entre cette façon de revivre la sexualité entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'il y a une différence? Ouais, et là aussi, il y a de tout, hein. C'est parfois, je crois que parfois dans ces questionnements-là, il y a des choses qui échappent, qui sont pas, qui sont de l'ordre du pulsionnel, comme je disais tout à l'heure. Euh, Par exemple, pour les hommes, après une naissance, il peut aussi y avoir un besoin de retourner dans la sexualité assez vite, pas tellement, pas seulement parce que c'est une période où où les femmes sont moins disponibles dans un premier temps, où il y a le bébé, il y a la fatigue, enfin toutes ces choses-là, mais aussi à cause de cette puissance de vie qui peut être euh, comme si on pouvait la ramener à une dimension humaine dans la sexualité, de pouvoir donner la vie, transmettre la vie, cette force de puissance qui est chez la femme, d'avoir été témoin de ça, et de retrouver pas une femme toute puissante, mais une femme, leur compagne, celle qui partagent dans leur vie. Et dans la sexualité, je, j'ai, je pense que là aussi, les hommes n'ont pas la même manière de retourner habituellement dans la sexualité après une naissance. Et je pense que dans le deuil, c'est, euh, c'est pareil. Il peut y avoir des mécanismes de défense. Vous savez, pendant la grossesse, il peut y avoir des, euh, des manières de se protéger de tout ce qui est en train de se vivre dans la relation à l'autre, et notamment dans la relation avec la mère. C'est assez fréquent quand même qu'un homme ait envie de, d'être avec une autre femme qui ne lui renvoie pas l'image d'une mère. Ce qu'on peut voir, alors bon, chez les psys, chez certains psys, on parle du versant homosexuel de la maternité, c'est-à-dire que pour plein de raisons, être avec une femme enceinte, ça peut rappeler l'image de la mère. Ça, c'est du côté de la sexualité interdite. Ça va pas mélanger la sexualité avec une femme et la sexualité avec sa mère, donc du côté d'une transgression. Et pour se protéger de cette image-là, comme par excitation, d'avoir une histoire avec une autre femme. Ça, j'ai pu suivre des couples qui étaient très attachés l'un à l'autre, mais où pendant la grossesse, il y a eu une histoire comme ça. Parfois, ça va pas jusqu'au bout, parce que je suis pas la seule sage-femme à avoir pu remarquer que, ou parfois qu'une femme découvre que ben, c'est le moment où monsieur va sur des sites, même s'il va pas jusqu'au bout, ou à des échanges parfois. C'est comme si il y avait quelque chose qui devenait compliqué entre les résonances qu'a la sexualité qu'on a eue avec cette femme qui porte un enfant, et cette histoire de pas de sexualité avec la mère, qui est incestuelle. C'est comme si la femme leur échappait parce que enfin, la femme se recentre sur son ventre, sur son bébé et certains hommes se sentent délaissés effectivement. Donc on peut, avoir cette impression-là que Il y a certains hommes se ça, sentent, mais il y a aussi tout ce qui est l'imaginaire dans le désir est quelque chose de très important. Et cet imaginaire-là peut entrer en résonance avec des choses qui deviennent compliquées. Ouais, vous savez, il y a un monsieur qui m'a dit il y a déjà très longtemps, un jour, que bah lui, le fait que sa femme lui annonce que elle allait être mère plutôt que de lui dire qu'il allait être père ou qu'il allait avoir un bébé, et ben ça l'avait complètement bloqué parce que depuis il n'arrêtait pas de penser à sa mère en pensant à sa femme enceinte, et que du coup bah, il savait plus comment retourner dans la sexualité. oui, oui, on peut appeler ça nous, sexologues parfois le syndrome de la madone et de la putain, donc cette femme, qui devient pure, intouchable, et qui n'est plus sexualisable, tout à fait.
Oui, en tout cas, il y a aussi le fait de pas pouvoir faire. Enfin, c'est comme si la mise à distance avec sa propre mère devenait plus possible, quoi. Bon, tout ça, ça se rejoue, hein, que c'est dans un deuil, que ce soit euh, après une grossesse et après une naissance. Et dans le deuil, ben, il y a des moments, des étapes, des processus où la sexualité peut pas être abordée de la même façon. Dans le suivi postpartum, finalement, vous parliez souvent le désir du deuxième, du second enfant, peut-être d'un enfant de remplacement, parfois c'est pas le deuxième, mais voilà, de refaire un enfant après cet enfant perdu. En général, est-ce que vous devez freiner les couples? Est-ce que c'est intéressant de leur dire de faire vite ou au contraire de prendre leur temps de digestion de ce deuil? Ben, d'abord, ça leur appartient. Moi, la seule chose que je constate avec mes collègues, c'est que il y a une forme l'histoire d'un autre enfant, c'est rare qu'elle soit pas posée. C'est rare que quelqu'un vous dise, ben, là, avec ce que j'ai vécu, je veux pas recommencer. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire je voudrais un deuxième tout de suite parce que j'aurais moins mal, parce que je supporte pas d'être vide, parce que c'est presque impérieux, comme quand on a mal et que on veut un antalgique, quoi. Mais ça, c'est important de pouvoir en parler parce que de toute façon, comme on va parler de la contraception en postnatal, on va en parler de toute façon. Et du coup, là, c'est important de pouvoir parler de ce qu'ils sont en train de vivre, de la douleur, du fait que de tout ce qui peut se passer dans le processus de deuil, de ce qu'ils sont en train de traverser, parce que ça, le fait de pouvoir le parler et l'échanger et le partager, et surtout quand ils sont deux, et ben ça permet justement de ne pas passer à l'acte, on va dire, hein, de ne pas euh, être dans la figure de l'enfant de remplacement, parce que l'enfant de remplacement, c'est ça, hein, c'est un enfant qui doit venir pour remplacer le projet pour un autre enfant. Donc, bon, ce qui est décrit, c'est que ça donne quand même des problèmes de place, d'identité et de surprotection aussi de la part de la mère ou des parents par rapport à cet enfant. Et c'est important, c'est pour ça que c'est important que les parents aussi puissent être réorientés vers des associations qui accompagnent le deuil périnatal, qui reçoivent parfois les couples, ou les professionnels. Euh, Parfois, ils demandent. C'est vrai qu'on peut non pas leur conseiller ce qu'il faut faire, parce que le temps du deuil, il peut être très différent. Il y a des parents qui, au bout de 3-4 mois, ont vraiment fait de la place, c'est-à-dire ont donné une place à l'enfant perdu et ont de la place pour se lancer dans une nouvelle grossesse. Ouais. Il y a des parents qui, un an après, n'ont toujours pas réussi à faire ce chemin-là. Et à ce moment-là, lorsqu'une grossesse survient, c'est très difficile. Euh, pour vous donner un exemple, à la maternité des Bleuets, à un moment donné, il y avait des groupes de parole pour les parents endeuillés. Il y avait un couple qui avait perdu une petite fille et la maman était enceinte quasiment 2 mois après. Et dans le groupe, il y avait une autre femme qui avait perdu son bébé et qui était obligée d'attendre parce qu'elle avait une césarienne et elle avait un utérus cicatriciel. Elle ne pouvait pas, médicalement, il n'était absolument pas indiqué d'être enceinte à nouveau dans les 6 premiers mois. Et du coup, elle disait à l'autre dame, bah voilà, j'aurais aimé être à votre place parce que je ne pouvais pas faire autrement. C'était impérieux pour moi. J'aurais aimé qu'on m'interdise d'être enceinte.
Bon, cette maman, elle a fait son chemin, hein, mais ça a été très très difficile parce que pendant la grossesse, il fallait qu'elle fasse deux choses qu'on peut pas faire à ce moment-là en même temps, c'est-à-dire le deuil de l'enfant perdu et accueillir un nouvel enfant. De toute façon, la place de chacun n'est claire qu'à partir du moment où il y en a un autre derrière. Mais dans la manière de traverser le deuil, si la grossesse d'après se présente trop tôt, ça peut être un travail très difficile et parfois un travail compliqué et même impossible. Donc trop tôt, vous dites, c'est compliqué à chiffrer parce qu'en fait, indépendant, enfin, c'est dépendant de chacun et de la façon de gérer le deuil. Mais est-ce qu'au niveau corporel, il y a quand même un temps? Le niveau corporel, ça dépend vous savez, votre corps, normalement, après une naissance, il peut pas être enceinte tout de suite, là, dans les 2 semaines ou 3 semaines qui suivent, mais après, si votre corps, il fonctionne, il pourrait très bien, lui, fabriquer une grossesse. Mais vous voyez bien que c'est pas du tout. Et après, ça dépend bien sûr de ce que vous avez comme souci éventuellement de santé et des recommandations qu'on peut vous donner pour votre santé, comme je vous disais là pour la dame qui avait une césarienne dans les antécédents. Mais donc, tout dépend, bon, finalement, de la manière dont le couple, les parents et chacun, le père, la mère ou le coparent, se saisissent de ce travail, ce chemin à faire. Mais ça, vous le savez bien, hein, dans la sexualité, c'est presque, c'est global aussi. Hein. Il y a des dimensions qu'on ne peut pas enlever et puis mettre à part de toutes les autres dimensions. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à mes collègues sexologues et moi-même, donc, sur l'accompagnement en sexologie, justement, de parents endeuillés? Pour les femmes, il y a souvent ce que nous faisons, hein, souvent, nous leur conseillons aux femmes pour réapprendre à aimer son corps et à vivre quelque chose de positif dans le corporel, de passer parfois par des interactions type faire une séance d'ostéopathie, se, se, faire une séance de massage corporel, enfin tout ce qui peut être quelque chose du vécu corporel, qui peut être réparateur ou qui peut redonner un peu un vécu d'enveloppe par rapport à ce qui est vécu comme une effraction hein, dans la perte de la grossesse. Et passer peut-être alors à deux, par tout ce qui peut être la tendresse, pour réapprendre à vivre du bon, du positif dans la proximité corporelle. Le pot à pot, c'est quelque chose de... Bon, bah ça on le sait en sexologie, mais les bébés nous l'apprennent. Hein. Le pot à pot, c'est quelque chose de vital et d'existentiel. Hein. Donc, et ça marche pour les adultes aussi. D'accord. Vous avez parlé donc là des associations. Vous parlez aussi donc des parents eux-mêmes. Dans le livre, en tout cas, vous le dites, les paranges, je crois qu'on dit ça maintenant, les paranges, ils ont contribué à l'amélioration des approches, d'accompagnement thérapeutique finalement autour du deuil? Je pense que c'est d'abord les parents et puis en France, il y a une maternité pionnière, c'est la maternité à Lille, Jeanne de Flandre, qui a fait des travaux pionniers. Mais les associations de parents endeuillés ont fait bouger les choses pour faire reconnaître leurs difficultés et le besoin d'être accompagnés. Bon, il y a plusieurs associations qui existent en France
et qui parfois ont même des antennes en Suisse, en Italie ou en Belgique. Il y a nos tout petits, il y a l'association Agapa, il y a l'association Petite Émilie à Paris, qui est très investie dans l'accompagnement pour l'interruption médicale de grossesse aussi. Et puis, il y a l'association SPAMA. Ça fait déjà, il y en a d'autres, hein, mais ce sont des associations qui ont aussi une bonne documentation sur leur site, sur la législation, parfois sur des outils pour la fratrie, pour les autres enfants, pour des petits livrets ou comment leur parler, Donc, il y a pas mal de ressources sur ces sites-là, enfin sur les associations. Et ce sont aussi des associations qui reçoivent, qui ont une ligne de téléphone, qui organisent des groupes pour les parents. Donc ça fait beaucoup de soutien. À Paris, alors dans les choses dont on n'a pas parlé, mais qui existent maintenant, il y a aussi est-ce que pour les funérailles, il y a à Paris depuis une dizaine d'années une cérémonie pour les tout petits tous les 3 mois où tous les parents au Père-Lachaise, hein, donc c'est le grand cimetière parisien, où tous les parents qui n'ont pas voulu, soit n'ont pas fait de funérailles, soit n'ont pas fait de cérémonie, peuvent honorer la mémoire de leur tout petit. Donc tout ça ça permet aussi à ce moment-là d'inviter des amis ou d'inviter la famille ou de pouvoir partager avec d'autres. Et d'ailleurs à Paris, quand ces cérémonies ont lieu, il y a des associations, des personnes qui sont présentes de ces associations pour échanger avec les parents s'ils ont besoin. Mais les professionnels aussi peuvent s'adresser à ces associations pour échanger. Hein. Vous me disiez en coulisses tout à l'heure que, effectivement, en tant que sage-femme, vous êtes d'autant plus depuis que vous prescrivez les contraceptions, tout au long de la vie des femmes finalement présentes et peut-être leur première oreille sur justement les soucis de sexualité. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez dire là aussi là-dessus sur l'accompagnement à la sexualité de ces femmes? Je crois que je crois que le dispositif, quand on va consulter une sage-femme, maintenant que la sage-femme peut prescrire tous les contraceptifs, fait aussi le suivi gynécologique de prévention et tout l'accompagnement, l'IVG médicamenteuse et l'IVG instrumentale quand elles ont fait la formation en plus. Il y a donc une manière de pouvoir accompagner les femmes tout au long de leur vie. C'est-à-dire que la santé des femmes, c'est l'entrée dans la sexualité, c'est quand on rentre dans la sexualité, quand on rentre dans la vie de couple, quand on rentre dans la maternité ou la parentalité, dans le postnatal, dans le suivi ultérieur, dans la ménopause et plus tard dans les post-ménopause, il y a un professionnel et là identifié pour la santé de la femme et forcément la dimension de la sexualité dont on peut parler et dont on parle à chacun dans toutes ces étapes, d'autant plus que la sage-femme est identifiée pour ça. Et du coup, ça donne le dispositif étant plutôt, on peut se projeter dessus plutôt pour sa santé et donc aussi pour sa santé sexuelle et pas pour la pathologie sexuelle ou la pathologie concernant sa maternité ou le postnatal ou d'autres soucis, puisque la sage-femme, elle va orienter sur le médecin s'il y a quelque chose de pathologique. Du coup, il me semble que pour une fois, on identifie vraiment un professionnel qui peut
faire tous ces actes, alors que ces actes peuvent être faits par plein d'autres professionnels de façon éclatée, et qui peut du coup accueillir une femme globalement pour sa santé sexuelle dans toutes les dimensions de sa vie, hein, donc la dimension relationnelle aussi, hein, parce que bon, la vie du couple, le fait d'être en bonne santé, en sécurité dans son couple, tout ça peut se discute avec une sage-femme, et de toute façon, comme la femme ne vient pas pour avoir une réponse pour une pathologie, mais une réponse et pour discuter des choses à faire et des choix pour sa santé, ben pour la sexualité, c'est la même chose. Et je pense que ça c'est plus facile pour les femmes de parler. D'autant plus que la question, quand elle est posée par un professionnel qui est là pour sa santé sexuelle et qui est identifié uniquement pour ça, la manière dont on va en parler, on n'est pas sollicité de la même façon que quand on est dans un cadre plus médicalisé, bien que l'exercice sage-femme soit une profession médicale, mais une profession médicale pour la santé des femmes et la santé sexuelle. Et comme je vous disais tout à l'heure, souvent dans les échanges entre femmes et sages-femmes, il y a l'usage des prénoms qui est plus fréquent, ou le fait de donner son téléphone en libéral, ce que les sages-femmes disent souvent, qui n'est pas aussi systématique qu'avec le médecin. Alors ça crée d'autres contraintes. Hein. D'autres professionnels de la santé. Oui. Oui, il y a une dimension et une approche plus intime avec sa sage-femme. Du coup, c'est quoi pour vous la suite? Je crois justement que c'est une recherche autour de la sexualité féminine. Actuellement, avec plusieurs autres sages-femmes, nous essayons de réfléchir et de parler de la sexualité des femmes telle que nous, sages-femmes, nous la côtoyons dans nos pratiques, avec les problématiques et avec ces problématiques et la manière dont ça peut être différent. Hein. Par exemple, pour la contraception, comment est-ce que la contraception, vous voyez, souvent on rencontre dans la contraception de l'ambivalence chez les femmes, alors que quand on demande une contraception, c'est presque une demande de contrôle. Est-ce qu'on écoute l'ambivalence des femmes? Parce que des fois, elles ont le fait que, bon, c'est Dolto qui disait hein, que au jeu du désir, les dés sont pipés, les cartes sont truquées. C'est pas si simple que ça. Hein. C'est pas parce qu'on a la contraception et plein de formes de contraception que tout est contrôlé, et que d'ailleurs ça fait pas du bien au désir hein, donc quand tout est contrôlé. Mais justement, ce sont des aspects que l'on peut rencontrer chez les femmes. Par exemple, du coup, est-ce que vous expliquez quand même la méthode du retrait, hein, qui n'est pas une méthode sûre pour la contraception, mais qui peut tout à fait convenir en fonction de où est-ce que vous culpabilisez les femmes quand elles sont... Ce que les femmes racontent quand même, dans ce qu'on est en train d'échanger entre nous et de travailler, c'est que quand on est enceinte et qu'on fait une démarche d'IVG, ou que quand on a... c'est un peu toujours comme si c'était honteux, parce que maintenant, il faut aussi gérer son intimité, quoi. Il faut gérer sa sexualité. On a liberté sexuelle, mais il faut que tout soit contrôlé. Et si c'est pas contrôlé, s'il arrive une tuile, et ben c'est par les professionnels ou par le regard des autres. Et tout ça, ça joue évidemment dans la sexualité. Ça reste culpabilisant encore. Oui, j'imagine que l'IVG est une approche difficile à faire pour encore beaucoup de femmes. L'IVG est rentré dans la Constitution, mais en fait, il n'y a aucune garantie sur le terme. C'est-à-dire ça n'a pas été légalisé. Donc, en fait, bon,
je vais, je vais me faire l'avocat du diable, mais si demain nous avons une loi qui restreint l'IVG à 6 semaines, ben, elle sera tout à fait constitutionnelle. Donc du coup, la prochaine recherche là sur la sexualité des femmes que vous êtes en cours d'élaboration avec vos collègues, ça amènera un livre ou c'est plus C'est plutôt un livre, un essai à partir de nos expériences, c'est-à-dire des différentes pratiques que nous avons, c'est-à-dire la sexualité autour de la contraception, autour de l'IVG, autour de la grossesse, autour du postnatal, autour de l'interruption médicale de grossesse, autour de la ménopause, enfin, dans ce que nous vivons avec les femmes, c'est-à-dire dans le partage avec les femmes. C'est pas du tout c'est plan humain. d'accord, donc à destination du grand public et de tout le monde? Bah oui, c'est entre femmes et sages-femmes quand on parle de sexualité, quoi. Et comment on va savoir qu'il va sortir ce livre? Est-ce qu'on peut vous suivre quelque part? Je sais pas, vous avez, des réseaux sociaux? Comment on peut vous suivre? Non, je suis pas spécialement sur les réseaux sociaux d'ailleurs, et mes collègues non plus, mais ça se saura. Vous avez bien trouvé celui sur le deuil périnatal. On a su vous trouver effectivement, on saura vous retrouver. D'accord. Bon, bah, écoutez, merci, pour, cette interview sur le deuil périnatal qui est un sujet, pas simple. Vous nous avez bien expliqué qu'effectivement, chacun vit à sa manière, chacun son rythme, chacun son temps et surtout que c'est avec, la présence, le temps et l'écoute, que l'on peut aider, ces couples de parents et surtout la reconnaissance finalement. Vous avez bien dit que le mot reconnaissance était extrêmement important. La reconnaissance, de cet enfant perdu, pour les aider à traverser, cette étape difficile. Donc, merci beaucoup Claudine. Merci à vous. Toutes les ressources vont être dans la description de l'épisode. Donc, parlez du podcast autour de vous et puis au revoir et à bientôt pour un prochain Au épisode. revoir. Au revoir Claudine.